Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Le HESS Et la ville de Paris présente. Que se passe-t-il? Que se Qu'est-ce qui passe-t-il ? se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très très contents d'être ici et à la bibliothèque dans ce cycle de conférences Que se passe-t-il? Et le sujet que donc Marion Doé, ma collègue sociologue, et Olivier Chetrit, anthropologue, qui travaillent respectivement sur la question des sourds, la langue des signes, Olivier, et sur la parentalité aveugle, Marion. Nous avons décidé de vous proposer un peu un parcours ordinaire, de journée ordinaire en ville, pour ne pas, disons, rentrer sur le sujet de handicap et des lois et d'accessibilité, de plein de choses qui vont être aussi question ce soir, mais pour le faire au plus près, en fait, de ce qu'on pourrait le vivre, faire l'expérience. Aussi bien du côté des personnes qui sont directement concernées ou en première ligne concernées, mais aussi en essayant de réfléchir avec vous et on vous invite vraiment à participer, on va vous inviter, on va vous interpeller, nous aussi, pour que vous, public, ce soir présents ici, puissiez nous accompagner dans cette réflexion, puisque l'handicap, pour nous, c'est un rapport, en fait. C'est une relation partagée, évidemment inégalement partagée, mais partagée, puisque l'handicap ne concerne pas exclusivement le corps d'une personne, mais aussi le rapport à l'environnement, le rapport aux autres, le rapport aux objets, à la technique, etc. Donc, dans cette perspective de concevoir l'handicap comme quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience et d'une expérience partagée, on s'était dit, pourquoi pas ne pas prendre le public comme la ville et donc faire ces jeux d'aller-retour entre les expériences de chacun d'entre nous et aussi une réflexion qui a à voir avec des questions plus juridiques ou plus conceptuelles sur la question du handicap. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces cycles de conférences s'appellent « Que se passe-t-il ?» Et c'est un titre qui est très parlant, puisque c'est un titre qui a fait l'objet de réflexion d'un sociologue très, très connu, qui s'appelle Irving Goffman, qui est un Canadien qui a travaillé beaucoup aux États-Unis, et qui disait que, en fait, les faits qui se présentent devant nous, les expériences qu'on peut faire, et les événements et les faits qui se présentent devant nous ne nous parlent pas par eux-mêmes. C'est le travail de donner sens, disons, essayer de comprendre le sens de cette expérience, le sens de ces événements, de ces faits qui se sont en train de produire devant nous, qui essaye de répondre justement à cette question « Que se passe-t-il ?» et qui veut donner un cadre de compréhension aux phénomènes sociaux, politiques, etc. Aujourd'hui, on fait cet exercice presque tous les jours quand on regarde les nouvelles, non? Avec tous les événements qui se passent. Justement, cette question « Que se passe-t-il ?» Et c'est la recherche des sens. Et la recherche des sens, elle a à voir avec les cadres de l'expérience, les cadres de l'environnement intellectuel, sociaux, des rapports sociaux, etc., qui vont donner sens à des choses qu'on voit. Et parfois, justement, ces sens se transforment, nous questionnent et se transforment dans le dialogue et dans le rapport aux autres. Donc, c'était un peu ça notre idée, c'était d'essayer de discuter la question du handicap, pas comme un objet ou quelque chose qui est en dehors de nous, mais dont nous faisons partie, et essayer de trouver des sens ensemble. Donc, l'idée de la soirée, c'était de vous proposer donc ces parcours d'une journée en ville. Et on va vous proposer de faire de la manière suivante, c'est un parcours divisé en 5 moments, on a dit. Si on a le temps, on va faire les 5 moments, mais sinon, on fera moins. Mais le premier moment va être, on est des parents en situation de handicap, on va amener notre enfant à l'école dans ces trajets.
que la loi de 2005, la loi de l'accessibilité, qui normalement en 2005 a déclaré que la chaîne de déplacement, donc transport, etc., devait être entièrement accessible pour que toutes les personnes en situation de handicap puissent être en égalité de conditions de tous les autres citoyens. Bon, qu'est-ce qui se passe-t-il justement dans le trottoir, le feu, qu'on va prendre le métro, le bus, etc., jusqu'à qu'on arrive à l'école. Le deuxième moment, ça va être, peut-être on va chercher notre enfant et il y a une réunion à l'école, je ne sais pas, avec les enfants, réunion avec la maîtresse. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette situation-là? Troisième moment de parcours, on est des parents en situation de handicap, mais on est des parents avant tout. On a des enfants et on veut aussi passer un bon moment avec notre enfant à la sortie de l'école. On veut faire une visite au musée ou bien passer par le square, jouer et discuter avec les autres parents qui sont là. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ces moments-là? Quatrième moment, si on a le temps, à la suite de ça, on a un rendez-vous médical, soit à l'hôpital, soit en cabinet de ville. Donc, on a un rendez-vous médical et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et enfin, c'est le moment de rentrer à la maison. On rentre dans notre maison, on doit préparer le repas, faire les devoirs avec les enfants. Comment ça se passe dans cette maison, dans ces bâtiments, dans ces immeubles, dans la communication avec les enfants, etc. Donc, on voulait vous proposer donc, ces parcours en 5 moments pour aller discuter tous ces éléments qui ont à voir avec les cadres juridiques, théoriques, mais surtout le cadre de l'expérience. Si vous êtes d'accord, on commence avant que le temps ne passe trop vite et on va sortir de la maison. Et Marion, est-ce que justement, quand on parle de la chaîne de déplacement, quand on parle de cadre bâti, sortir de l'immeuble, marcher dans le trottoir, aller prendre le métro, le bus, tu as travaillé dans ta thèse ces questions d'accessibilité plutôt du point de vue de la relation à l'espace urbain, il me semble. Et donc, est-ce que tu peux justement nous dire comment tu es arrivé là et quels sont les éléments qui t'ont interpellé et surtout qui t'es inquiété, en fait, t'ont signalé. Merci. C'est bon, ça marche. Oui, effectivement. Alors, savoir que moi, je m'intéresse aux personnes aveugles et dedans, je comprends tout type de déficience visuelle, tout type de malvoyance, dès lors qu'on utilise une canne ou un chien ou un autre humain. Et donc, du coup, savoir que la ville, la rue et les transports en commun, c'est un territoire hostile pour les personnes qui ne voient pas. Donc, le simple fait d'emmener son enfant à l'école, ça peut relever... pour le dire avec un léger sourire, de l'aventure, mais aussi même parfois du danger. Donc c'est pour ça que l'accessibilité, qui est un enjeu fort pour tout ce qui concerne le handicap, il y a quand même eu une amélioration, en tout cas pour les aveugles, il y a quand même une amélioration. Donc l'accessibilité, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est la réduction en fait de la discordance entre des capacités, des possibilités d'une personne et les ressources de son environnement. C'est-à-dire, autrement dit, c'est de baisser les difficultés liées à l'environnement. Et donc, pour les aveugles, vous avez certainement dû vous rendre compte ces dernières années, par exemple, pour les malvoyants, alors, je ne vois pas, j'espère que c'est toujours d'actualité, mais que les bandes podotactiles sont bien blanches, ça sert aux malvoyants. Il y a les bandes podotactiles en relief, c'est pour que les aveugles, sous leurs pieds, sentent à quel moment il faut s'arrêter pour ne pas traverser n'importe comment. On peut aussi parler des feux sonores. Alors là, on est à Paris, il y a des feux sonores normalement régulièrement. Ou alors l'amélioration de certains, je dis bien certains, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas partout, certains métros parisiens. Alors après, dès qu'on sort un peu de Paris, je ne sais pas pour toutes les banlieues, mais ça peut être aussi compliqué. Donc il y a quand même des choses qui ont été faites, mais qui n'assure absolument pas la fluidité, la sécurité des déplacements des personnes aveugles, que ce soit maintenant aujourd'hui dans Paris, par exemple, les trottinettes, les vélos, les voitures qui sont de moins en moins bruyantes.
il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux dangers qui arrivent et qui peuvent rendre ce que je dis, le territoire hostile. À ce propos, en fait, j'invite à lire aussi le livre d'Anne Revillère, Un droit vulnérable, qui parle de toutes ces choses sur l'accessibilité dans l'espace urbain. Là, je donne la parole à Olivier. Je me permets, Olivier, parce que quand on parle de déplacement dans la ville, les questions de déplacement, on a tendance à penser que l'accessibilité est une question de transport, d'objets techniques directement. Et pour le déplacement, et justement pour la chaîne de déplacement, on pourrait dire qu'en principe, une personne sourde n'aurait pas de problème, n'aurait pas de difficultés. Donc, en quoi consiste l'accessibilité de ton point de vue, de l'expérience des personnes sourdes que tu as enquêtées? Concernant les personnes sourdes, qu'elles soient sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes, etc. On aura bien sûr des points de vue complètement différents. On a des personnes qui entendent un petit peu, donc qui peuvent, je sais pas moi, entendre les sirènes des pompiers ou les voitures qui passent, le moteur, les klaxons. Moi, j'entends rien, donc ça me demande beaucoup de vigilance. Mais à ça, il y a d'autres personnes sourdes qui vivent les choses différemment. Moi, donc, il y a plein de formes de surdité et puis qui peuvent poser des problèmes dans certaines situations, mais pas être gênantes dans d'autres. Je vais prendre un exemple dans le métro. Voilà. Très souvent, en fait, les personnes, quand elles veulent vous appeler, elles ne vous touchent pas, elles vous parlent. Et moi, sourd, j'entends pas qu'on parle. Et donc, on peut se retrouver, par exemple, si on veut prévenir les gens que, attention, le métro va bientôt fermer, il faut vite sortir. Si on fait juste que le dire à l'oral, moi je peux passer à côté de l'information. Globalement, c'est un manque d'information, souvent, qui nous gêne, parce qu'on ne nous sollicite pas forcément, ou parfois on peut nous tapoter l'épaule, parce que ça fait 3 fois qu'on nous appelle, et de façon un peu agressive, et du coup, on se demande ce qui se passe, on a l'impression qu'on va se faire agresser, voilà. Après, oui, il y a des annonces écrites sur les panneaux, mais très souvent, elles ne sont pas complètes ou elles ne sont pas suffisantes, ou on a très peu de détails. On nous dit juste qu'il y a une panne, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, si on peut rester dans le métro, s'il faut descendre. On se retrouve empêché par un manque d'accessibilité à l'information. Et ce que tu dis me fait rebondir sur cette idée qu'il y a un sociologue français, un sociologue français, Bernard Mottez, qui disait que la surdité est un rapport et qu'il faut être au moins 2 pour qu'on puisse parler de surdité. En fait, il disait, on n'est jamais sourd tout seul. Et c'est un peu ce qui me fait penser à ta réflexion, à tes exemples, puisque le fait d'être dans un milieu, marchant dans la rue, etc., on n'a pas de problème de déplacement, on n'a pas de problème pour prendre un métro. Par contre, la surdité apparaît là où il y a, dans ces cas, ce que tu viens de mentionner, la question de la communication. Elle est là où il se place la question de handicap ou pas. C'est-à-dire les capacités, les compétences et ces choses qui vont empêcher, en fait, de mettre en place ces compétences. Et la question, là, elle n'est pas dans le corps physique de la personne, elle est dans la possibilité de communiquer. C'est ce que tu dis. Donc, ce qui manque pour l'accessibilité de transport dans la situation des personnes sourdes, ça serait plutôt l'accès à l'information, pas tant que le transport en lui-même. Alors, Marion, je voudrais revenir sur la question de l'accessibilité, concrètement de transport et tout ce qu'on peut faire comme rangement, comme question technique, amélioration de la mise en accessibilité de transport. On croit parfois que une fois que les appareils techniques sont là, que les bandes podotactiles sont là, etc., ça y est, c'est acquis. L'accessibilité, elle est acquise et donc on est content parce qu'on a réussi à faire que le métro dans la ville, etc., soit plus accessible. Or, il y a d'une part la question de l'usage, comment on mesure l'usage de cet outil qu'on a mis à disposition, et d'autre part, est-ce que l'accessibilité pour une personne
elle est toujours la même. Bien sûr que non, c'est ça qui est aussi complexe. Bon, quand même, globalement, ce qui ressort, alors là, je me base sur le travail que j'ai pu mener. Alors moi, j'ai travaillé sur les parents aveugles, donc du coup, qui avaient en charge des enfants au quotidien, avec diverses tâches de l'école au sport, etc. Et donc, du coup, ce qui ressort, c'est que quand même, au regard de la charge parentale, du cumul d'activités, voilà, des contraintes temporelles par rapport au fait de s'occuper d'enfants, un environnement qui est quand même, alors par exemple des feux sonores. Alors j'ai dit souvent, j'entends des gens que ça agace dans la rue, mais croyez-moi, c'est très très utile. Donc les aveugles, en général, on a une télécommande qu'on peut activer. Enfin, en tout cas, on appuie sur la télécommande et ça va activer. Alors des fois, ça active tout le quartier, donc on sait qu'on est dans le coin. Et donc ça allume, voilà, rouge piéton rue des Laitières, par exemple. Donc on sait que ça va être, si vous voulez, ça fait une économie cognitive. En fait, on n'a pas à penser à autre chose que de se référer à ce feu sonore. Parce que sinon, comment ça se passe? Parce qu'il y a plein d'endroits dans nos villes où il n'y a pas de feu sonore. Et il y a quand même des non-voyants. Comment font-ils? Eh bien, on attend au carrefour et on fait une analyse auditive. On entend les voitures passer de gauche à droite. OK. Ah, elle s'arrête là. Donc, si ça s'arrête, c'est sûrement qu'il y a un feu. Ah, ça redémarre. Et il y a des voitures qui passent derrière, devant. Donc, ah, tiens, c'est un croisement. Vous voyez, donc il y a une espèce d'analyse comme ça qu'on peut faire. Bien sûr, c'est long. Déjà, on ne traverse pas rapidement. C'est coûteux d'un point de vue, comme je vous disais, cognitif. Si vous ajoutez à ça le sac de course un peu lourd et votre enfant qui vous demande un énième chewing-gum, en fait, ça vient, c'est très, très compliqué. Donc, ce que font beaucoup de non-voyants aussi, tout simplement, c'est une bonne vieille demande d'aide à une autre personne. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, si une personne non-voyante vous demande de l'aide, c'est que tout simplement, elle a besoin d'être guidée pour traverser. Mais effectivement, c'est aussi un autre type de contrainte, puisqu'il faut attendre qu'une personne arrive. Et parfois, au passage, une petite remarque misérabiliste, on y reviendra sans doute sur les comportements, ou une remarque intrusive. « Ah, vous n'avez pas de chance, ma pauvre dame », ou « Elle n'a pas de chance, ta maman ». Bon. Donc du coup, des fois, ça peut avoir un coût, j'ai envie de dire, humain, enfin, de demander de l'aide quand ça ne se passe pas comme souhaité. Voilà. Après, il y a des non-voyants qui sont capables de traverser sans feu sonore et qui s'aventurent dans les contrées où moi, personnellement, je serais incapable d'y aller. Donc, effectivement, ce n'est pas un groupe homogène. Et là, il faudrait faire une étude affinée. Et puis, les malvoyants, ils ont d'autres difficultés, notamment avec la luminosité. Par exemple, aujourd'hui, avec les questions écologiques, certains veulent éteindre les lumières des centres-villes. Voilà, et je connais de malvoyants qui du coup sont en difficulté totale en soirée. Voilà. Donc ça mérite en soi une réflexion plus précise. Et aussi la question de savoir que, disons, l'adaptation à un milieu et la mise en pratique d'une accessibilité dans un quartier, d'une ville, etc. Et on doit apprendre, on doit maîtriser la connaissance du quartier, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on déménage et l'école, elle est ailleurs, donc il faut réapprendre, rééduquer, recommencer. Est-ce que ces expériences, en fait, l'idée de l'accessibilité comme quelque chose qui est, une fois qu'elle est installée, elle est acquise et on ne parle plus, c'était un peu ça la question d'essayer de questionner au niveau de l'usage, au niveau de la relation et au niveau aussi de l'expérience que les propres personnes peuvent faire. Tu me parlais tout à l'heure de toutes les expériences que tu as eues avec tes chiennes guides, par exemple. On s'habitue à quelque chose, on change, les besoins qu'on avait quand on était jeune ne sont pas les mêmes quand on est plus vieux. Et donc, il y a cette mobilité et ces changements, en fait, pour dire, en fait, que la question de l'accessibilité ne peut pas se mesurer en dehors des usages et encore moins en dehors de l'évolution au long de la vie d'une personne et d'un groupe. D'ailleurs, tu voulais nous parler je crois qu'il y avait une des enquêtées de Raphaël qui t'a raconté l'histoire de son déménagement dans la ville. Je ne sais pas si tu veux revenir sur cette histoire ou... Oui, rapidement, Raphaël, qui est une maman de 2 enfants à un moment où je la rencontre, qui est
pour moi, de mon point de vue, très autonome, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne aveugle de qualifier une autre personne aveugle de très autonome? C'est-à-dire qu'en canne blanche, elle parcourt les rues de Paris, en tout cas de son quartier, j'ai envie de dire sans problème, hein, mais peut-être qu'elle me dirait que quand même c'est compliqué, avec ses 2 petits qui ont 2 ans d'écart, donc 7 et 5 ans. Et elle a déménagé, donc elle a eu un autre logement dans la ville, où elle a dû, elle s'est rendue compte que du coup son confort en termes de feu sonore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y en avait pas. Que les bandes podotactiles n'avaient pas été remises à jour, donc c'était un quartier un petit peu pauvre en termes d'accessibilité, et en plus elle était à côté d'une grosse route, et donc en termes de son, en fait, elle était très perturbée pour se déplacer sur les trottoirs, et du coup elle a été perturbée, elle a des ressources, elle s'est débrouillée. Mais pour vous montrer aussi que les personnes aveugles, je ne sais pas pour les personnes sourdes, mais les personnes aveugles, en tout cas, restent pas passives et ne subissent pas forcément l'environnement. Et donc, elle m'a raconté qu'elle a été voir la maire de son arrondissement pour râler, pour protester, pour avoir demander des feux sonores. Donc voilà, les gens ne restent pas forcément passifs non plus face à un environnement qui n'est pas forcément accueillant. Alors, quand on organise et quand on réfléchit sur la manière de, je ne sais pas, disposer les chaises pour une conférence ou réaménager l'espace où on vit, etc., on le pense évidemment avec les références qu'on a, c'est nos propres normes de vie. Hein, et l'être humain, il a cette capacité à non seulement à s'adapter aux normes imposées par le milieu extérieur, mais aussi à créer ses propres normes, heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre dans des milieux hostiles, comme dit Marion. Alors, Olivier, tu dis souvent que nos sociétés nos sociétés contemporaines plutôt, sont toujours organisées sur une norme dominante qui est une norme sonore. Est-ce que tu peux décrire en quoi et comment se traduisent ces normes sonores pour essayer de réfléchir et de nous montrer en fait d'autres manières de faire, ou comment tu transcris ou tu traduis ces normes sonores pour que ça s'adapte à une autre manière de vivre, à une autre normativité? Alors, majoritairement, la formation en ville vient du son. Alors, moi, je n'entends rien. Hein. Je suis dans cette situation-là. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer une personne qui n'entend rien et qui se déplace en ville. Alors, j'entends pas les sirènes, les sirènes de pompiers, j'entends pas les bruits, j'entends pas les gens qui parlent derrière moi, j'entends pas les bavardages, et je ne peux pas participer complètement à la vie. Par exemple, si j'ai envie de discuter avec des gens, je vois des fois les gens se parlent dans la rue. Moi, si j'ai envie de parler, je me sens un peu exclue parce que je ne peux pas savoir de quoi les gens parlent. Je ne peux pas m'insérer dans une conversation. Donc, je peux me sentir complètement exclue. Et on pense souvent son. C'est-à-dire qu'on ne montre pas assez les choses. Je ne sais pas, les personnes n'utilisent pas leur corps, il y a peu de gestuels. Quand on veut communiquer, les gens ne pensent pas forcément à écrire. Donc, on pense vraiment majoritairement au son. Alors que moi, j'ai besoin d'informations la plus visuelle possible. Et justement, si tu marches dans la ville et tu es avec ton enfant, que tu vas à l'école, donc déposer ton enfant à l'école, et il y a les pompiers qui arrivent, est-ce qu'il y a des signes visuels, corporels, qui te montrent qu'il y a du son quelque part? Comment, parce que il y a aussi des manières ou bien le camion de pompiers va... tu vas avoir un accident. Comment ça se passe en fait? Parce qu'effectivement, tous les signaux sonores ne peuvent pas être traduits, ils ne sont pas traduits visuellement, mais est-ce qu'il y a des manières de se rendre compte pour ces sourds qui sont quand même des combattants dans un milieu hostile, trop sonore, quels sont les moyens justement de se rendre compte, s'il y en a? Alors, c'est marrant parce que j'ai une petite fille de 5 ans qui m'a dit que j'avais des yeux derrière la tête et que je pouvais voir ce qu'il y avait derrière moi. Elle m'a dit ça, elle m'a dit « mais tu peux voir
derrière toi ce qui se passe, une ambulance qui passe. Alors, c'est vrai que moi j'ai un champ visuel très, très élargi, je suis très attentif au comportement des gens. Moi, je vois bien quand un comportement n'est pas classique, quand les gens ont des comportements de stress, et je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que mon cerveau, il est fait pour regarder vraiment tous les détails de mon environnement. Et ma fille, elle me disait, mais c'est pas possible. Tu as vraiment des yeux derrière la tête, tu peux tout voir. Et alors, le fait de ne pas avoir le son, ça n'empêche pas de percevoir les choses. Voilà. Et donc, ça, c'est très, très intéressant. La question qui se pose socialement, c'est que parfois non, c'est que la norme auditive sonore, elle est tellement forte parce qu'elle est organisée par une société qui est majoritairement entendante. Et donc, pour nous, les entendants, on ne réfléchit pas au fait que la sirène de pompiers, etc., il faut appeler le plus grand nombre, on va dire. Et d'autre part, les personnes sourdes, ils peuvent trouver d'autres moyens physiques, corporels, de se rendre compte qu'il y a et traduire corporellement, en fait, visuellement, le son. Ça se passe au niveau des langues. Hein. Les sourds chantent en langue des signes, par exemple, traduisent avec leur corps le son et le rythme musical. Donc, il y a des normes inventées visuellement et corporellement qui peuvent pas se substituer, mais traduire culturellement et visuellement dans un autre type de mode d'être. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des questions d'accessibilité qui sont quand même absolument fondamentales. Par exemple, l'information dans une gare, dans un aéroport, dans le métro, quand il y a vraiment un problème, une urgence, etc. Là, dans ces moments clés de l'organisation sociale, où ce n'est pas pensé pour les sourds. Et ça me vient à la tête, la sirène qui sonne tous les premiers mercredis du mois en France à midi, depuis la guerre, et que c'est pour justement tester que ces sirènes d'urgence fonctionnent. Eh bien, il y a une autobiographie d'une personne sourde qui s'appelle Victor Abou, peut-être elle est dans la bibliothèque, je vous la recommande, ça s'appelle Une clé sur le monde, qu'il raconte qu'il a appris l'existence de ces sirènes à l'âge de 38 ou 40 ans, quand il était en train de faire un cours. Et justement, ce qu'il voit, c'est que les étudiants, c'était une formation d'interprète, je regarde les interprètes parce que peut-être les interprètes ils étaient là, et il y a un geste physique en fait, des interprètes qui regardent comme ça. Et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a la traduction visuelle, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est la sirène de tous les premiers mercredis du mois. Pardon. Et c'est là où il apprend que cette sirène existe, à l'âge de 40 ans. Donc une chose, c'est entendre le son, et une autre chose, c'est faire l'expérience culturelle du son. Vous voyez que le fait que cette sirène sonne et retentisse dans une ville, elle est très importante de la apprendre aux sourds. Et ce n'est pas une question juste auditive de ne pas entendre. Le son, c'est aussi quelque chose, un fait social qui s'est inscrit dans une histoire culturelle, dans une histoire particulière d'organisation d'une société, etc., etc. Donc, ça me paraît très intéressant, ces cas. Il y a aussi, alors, il y a des stratégies et il y a des obstacles très importants et on va probablement peut-être passer à la deuxième étape, mais je voulais te demander, Marion, parce que quand tu prends un taxi, par exemple, et tu es avec ta chienne, est-ce que la chienne, elle est aussi bien accueillie que toi? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que la loi dit qu'une personne aveugle peut se déplacer avec des chiens guides, ils sont autorisés à rentrer partout, normalement. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience concrète? Alors, dans l'expérience concrète, quotidienne, alors les taxis, je dirais, c'était une quinzaine d'années, c'était eux qui vraiment voyaient la personne avec le chien, ils disaient « Non, je ne prends pas le chien, ça me fait des poils sur la banquette, etc. » J'ai un papa qui est chauffeur de taxi. Donc, il y a vraiment eu un travail par les associations de maîtres de chiens guides. Et les taxis, c'est bon. Ça y est, ils ne disent plus rien.
Mieux vaut passer quand même par un numéro de téléphone qui filtre, parce qu'il faut préciser à l'avance qu'on a un chien guide. Mais par contre, c'est sur les plateformes type, vous savez, type VTC, type Uber, Bolt, etc. Alors là, c'est une véritable... c'est très compliqué parce qu'en fait, globalement, pour vous la faire courte, on appelle le chauffeur, on dit qu'on a un chien guide, et très souvent, le chauffeur s'approche, et en fait, il ne prend même pas la peine de sortir de la voiture, il repart. Alors, la personne aveugle, elle ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe, elle dit « Ah bon ?» Alors, elle entend une voiture qui s'approche, qui repart, mais bon, elle ne sait pas si c'est le Uber ou pas. Donc, du coup, elle voit que la course est décommandée. Puis, ça peut durer comme ça 2, 3, 4 fois. Enfin, moi, ça m'est arrivé de très nombreuses fois. J'ai déjà porté plainte pour vous dire. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un vrai... Donc là, les associations, notamment Droit Pluriel, ils sont en train de mettre la pression à Uber. Je ne sais pas s'ils vont y arriver pour les former, en tout cas, les chauffeurs à la question du chien guide. Et juste l'accessibilité, si je peux me permettre, c'est pas vous le devinez, c'est pas une coquetterie, parce que dans le monde des déficients visuels, au mois de janvier, je ne l'ai pas dit, mais il y a un non-voyant qui est décédé dans le métro. Il était en canne blanche, c'était le soir, il était un peu pressé sans doute de rentrer. Et sur le quai, quand on ne voit pas, alors j'ai presque envie de mimer la scène, mais avec la canne blanche, en fait, on tâtonne. Et puis, quand le métro arrive, on tâtonne avec la canne, et c'est une espèce de super bras, la canne, hein, et on doit trouver la porte ouverte. Bon. Mais vous entendez le bruit sur un quai, c'est le bruit d'un métro qui arrive, c'est totalisant, ça envahit quand on entend, en tout cas. Et du coup, cette personne, vous ferez le test, on n'entend pas, si vous fermez les yeux, vous ne savez pas bien si c'est le métro de votre côté qui arrive ou celui d'en face. Le bruit est trop confus et trop fort. Et il s'est trompé. Il a cru qu'il allait monter dans le métro qui arrivait face à lui. Voilà, il s'est loupé, il était fatigué, il était pressé, il n'a pas pris, et en fait il est décédé, puisque bien évidemment l'autre métro qui arrivait de son côté l'a tué. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait c'est très concret. Donc forcément il y a des personnes qui ont peur de prendre le métro encore aujourd'hui, et par exemple les stations où il y a des vitres, c'est fondamental. Voilà. À Paris, en tout cas, la ligne 1 et la ligne 7, non, la ligne 4, je crois, 14, voilà. Mais c'est fondamental. Bon, ces trajets, avant de passer au deuxième moment, qui serait celui d'arriver à l'école et participer aux activités de l'école, je ne sais plus. Et est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez poser comme question, faire une réflexion, raconter de l'autre côté, en fait, comment la ville vit toutes ces situations-là. La ville, soi-disant, vous, public, voilà. Et oui, il y a une dame qui a demandé. Est-ce que le micro, on peut... Voilà. Bonsoir. J'ai raté la première demi-heure d'échange, donc je ne sais pas si ça a été abordé. Monsieur l'anthropologue, c'est ça, disait qu'il était sourd. Est-ce que le bruit ne vous parvient pas à travers les vibrations par le corps ou par la peau? Des choses comme ça. Alors, par exemple, dans le métro, peut-être moins maintenant, mais avant c'était le cas, quand j'attendais que le métro arrive, je sentais le déplacement d'air. Et je savais que le métro allait arriver parce que je sentais l'air. Ce n'était pas une vibration. Dans le métro, je ne sens pas la vibration, par exemple. Les vibrations, on les sent si on est sur un plancher, par exemple. Dans l'espace, dans un espace ouvert comme ça, non, on ne sent pas les vibrations. Si on touche un objet en métal, on peut sentir les vibrations, mais pas dans un espace ouvert. Tu veux dire quelque chose? Et oui, madame, vous.
Bonsoir. Je pense qu'on est dans une société vieillissante et que les problèmes que vous racontez là se trouvent aussi sur les personnes âgées qui peu à peu attrapent ce genre de handicap et ne sont pas formées en quelque sorte ni habituées à avoir un comportement qui leur permet de réagir de la même façon que des personnes plus jeunes qui ont un peu appris les choses. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ces cas-là? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a deux choses. Je vais répondre de mon côté et après je vous réponds. Et, disons que jusqu'aux années 70-80, la question du handicap, elle était toujours très, très ciblée sur le corps qu'il fallait réparer. Hein, une vision qu'on dit, une vision médicale, une vision qu'il fallait réadapter la personne en situation de handicap, la réparer pour la réinsérer socialement. Et donc, tout un mouvement social et des personnes directement concernées se sont révélés contre ça. Et une des consignes de ces mouvements, c'était de dire, pour les personnes qu'aujourd'hui on dit valides, par exemple, aux personnes non handicapées, ces mouvements, qui étaient un mouvement des personnes en situation de handicap anglo-saxon, disaient vous êtes les personnes pas encore handicapées. Justement pour montrer cette dimension en fait évolutive, le fait qu'il y a des handicaps de naissance, mais il y a aussi les handicaps on peut acquérir par des raisons accidentales, mais aussi par l'avancée en âge, par maladies, etc., etc. Donc le fait de se penser comme quelqu'un qui a une norme valide et d'une fois pour toutes et ne pas imaginer justement qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver, c'est aussi non seulement un positionnement individuel, mais c'est un positionnement sociétal des sociétés qui pensent en termes de bénéfices, de profits et de forces brutes de travail. C'est les personnes qui vont compter sont celles qui sont aptes au travail et qui ont toutes les capacités pour pouvoir travailler et rendre à la société ce que la société nécessite pour fonctionner, on va dire. Donc la question de l'handicap croise, et là vous avez raison, croise la question des vieillissements, des changements des normes de vie, elle le croise justement les uns parce que peut-être par leur situation, disons, en raison de la situation de handicap, ils n'ont pas les mêmes capacités physiques ou intellectuelles, etc., pour développer les mêmes activités qu'une autre personne au même âge pourrait développer. Et d'autres parce que c'est l'usure du corps et de la vie. Et donc, les deux groupes sociaux aident en fait à mettre en lumière le fait que la société devrait s'organiser avec une pluralité des normes de vie, qu'on devrait pouvoir finalement penser les choses autrement que par celles des normes dominantes de ceux qui organisent les choses d'un certain type de société. Parce que nous, on parle en ville, mais à la campagne, ça ne se passe pas de la même manière, probablement. Voyez, et ça dépend du type de travail, ça dépend du type d'organisation sociale et économique dans les sociétés. Il y a des sociétés qui vivent de la pêche ou de la chasse, etc., qu'ils ne vont pas avoir les mêmes exigences vis-à-vis de corps que des sociétés industrielles, etc. D'ailleurs, toute cette politique de réhabilitation du corps, elle vient aussi des sociétés industrielles et des accidents produits par le travail, à cause de l'industrialisation. Et donc, l'industrialisation a favorisé le développement des sociétés, mais a aussi entraîné, en fait, des handicaps liés aux accidents de travail et la guerre, bien évidemment. Et c'est de là où après la Première Guerre, on voit toute cette protection sociale des États qui veulent d'une certaine forme, réinsérer les blessés de guerre parce qu'ils sont ceux qui ont défendu la patrie, la nation. Donc, il y a une dette sociale qu'il faut absolument pouvoir payer. Et cette dette sociale, c'est de mettre en place des systèmes de réhabilitation physique, orthopédique, etc., pour réparer les blessés de guerre.
Et c'est ça qui entraîne des dispositifs de bénéfices sociaux, etc., et qui vont faire développer toute la protection sociale vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Bon, mais là, on est parti dans une autre histoire, mais vous avez tout à fait raison de ramener ces questions-là. Oui, il y a une autre question là. Oui. Merci. En 2024, il y a eu la tenue des Jeux olympiques/paralympiques. Je sais que la mairie de Paris a mis en place des projets d'aménagement afin de faciliter l'accessibilité à l'espace. Et je me demandais si ça avait eu une quelconque... ça a permis de faciliter peut-être vos trajets quotidiens après la tenue des Jeux olympiques, peut-être. Mais est-ce que vous voulez répondre? Je ne saurais pas répondre à ces questions. Est-ce que Marion, toi Répondre sur les déplacements dans la ville, c'est ça, hein? Oui, après les Jeux olympiques. J'ai eu tendance à ne pas trop être dans la ville, justement, moi, donc je ne peux pas trop répondre. Je sais que donc moi, je me déplace, pour dire les choses simplement, assez peu en dehors de ma zone de confort. Et donc, je prends un transport adapté en voiture. Donc, je paye c'est comme un chauffeur, mais pour les personnes handicapées. Dès que je vais dans une zone que je ne connais pas, et justement, on était très pénalisés parce que les voitures n'étaient pas... Voilà. Mais il faudrait demander à quelqu'un qui a notre profil que le mien, peut-être. Est-ce que toi, Olivier, tu as perçu quelque chose? Non, je ne vais pas répondre par rapport à ça. Moi, en plus, je suis parti pendant les JO, donc voilà, je ne voulais pas être là, donc je ne pourrais pas vous dire si ça changerait quelque chose ou pas. Désolée, moi non plus, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas s'il y a des recherches par rapport à ça. Effectivement, ce qui a mis en lumière les Jeux olympiques, c'est des choses... ça serait un grand sujet, mais c'est intéressant aussi parce que les Jeux olympiques, ce qui montrent, c'est une vision de handicap qui est celle de dépassement des limites, de l'aller au-delà, de malgré le handicap, il a réussi à, etc. Donc il y a cette idée, soit on passe du côté de la charité, hein, c'était l'époque 18e, 19e siècle, on était vraiment, 19e siècle plutôt, on était vraiment dans la charité et il fallait la philanthropie, hein, l'éducation des sourds commence avec une pensée très philanthropique, donc il faut rendre les sourds et puis les aveugles à la société, donc bon voilà. Et de cette pensée très philanthropique qui amène à la charité, on peut passer aussi à l'autre extrême qui est celui de la survalorisation de corps hors normes. Et au fond, on peut se poser des questions sur disons, la pertinence de ces genres de formulations, puisqu'on est de toute manière hors norme. Et on peut être hors norme par la négative ou pour la positive. Et je pense que les personnes en situation de handicap, ils ne veulent je ne peux pas parler à leur place, mais la question, ce n'est pas d'être hors norme, c'est qu'une société accepte la multiplicité, la pluralité des normes. Et c'est ça la question qui est importante. Pour faire la place à tout le monde, il faut pouvoir se multiplier, et pouvoir se diversifier, mais pas sortir un groupe des normes standardisées ou des normes qu'on considère comme celles à mettre en valeur. Donc la surnorme pour celui qui, malgré son handicap, dépasse, il gagne, etc. Vous voyez, à la fin des Jeux olympiques, peut-être, probablement, il y a des choses qui sont restées, qui vont être bénéfiques, mais est-ce que la politique sociale, est-ce que l'argent a été mis à l'école pour l'insertion professionnelle, pour le travail, etc., ou bien pour montrer une vision de handicap qui finalement, passé le jeu et les compétitions, même les athlètes en situation de handicap, ils vont vous le dire, les clubs, les financements pour les entraînements, ils n'ont pas l'ordre du jour. Hein. Ils n'étaient pas avant, ils étaient un tout petit peu avant les Jeux olympiques, après, il faut voir. Bon. Et, ce qui nous intéressait aussi dans cette perspective de pourquoi aller à l'école, pourquoi amener son enfant à l'école. Et l'idée, c'était un peu d'essayer de retourner cette question, plutôt se poser la question, comment l'école reçoit les parents
en situation de handicap. Parce qu'on parle beaucoup, et la loi 2005, qui est la loi qui encadre toute la politique de handicap en France, elle va dire tout pour l'école inclusive, mais pour les enfants en situation de handicap. Donc les écoles doivent être les écoles ordinaires où on va inclure les enfants en situation de handicap, plus des écoles spécialisées qui dépendent du ministère de la Santé, etc., etc. Quoique, ce n'est pas complètement fini, mais bon, la politique va vers l'inclusion. Mais on ne pense pas aux parents en situation de handicap. Et donc, comment l'école ordinaire accueille les parents en situation de handicap? Est-ce que ce sont des parents vus comme parents? Est-ce que c'est des parents vus comme des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'ils sont acceptés et accueillis comme parents et comme personnes en situation de handicap? Comment vous avez, Marion et Olivier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, il y a deux choses. Bon, moi, j'ai ce qu'on pourrait dire un handicap invisible, c'est-à-dire qu'a priori, quand on me regarde, on pense plutôt que je suis une personne valide, ce qui peut être pire par rapport à la communication, et de me retrouver vraiment en situation où je suis complètement coincé, où on demande à mon enfant de traduire pour moi, donc ça, je refuse catégoriquement. C'est un enfant, et donc on le laisse, on ne lui demande pas de traduire. Moi, je suis adulte, on fait un effort pour communiquer ensemble, on passe par l'écrit, c'est aux adultes de faire cet effort-là. Et évidemment, c'est toujours moi qui fais l'effort, il faut que ce soit clair. Ça devrait être un effort partagé. Comme on a dit tout à l'heure, le handicap, il est partagé, mais en fait, c'est moi qui fais tous les efforts. Voilà, normalement, je devrais être accueilli en tant que parent, voilà, à égalité. Mais très souvent, voilà, on va vouloir s'adresser à mon enfant pour communiquer avec moi, et ça, les gens n'ont pas encore fini de bien le prendre, de bien en avoir conscience, quoi. Et ont encore cette image de oh là là, c'est un drame, il est sourd, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, il va falloir reporter le rendez-vous, etc. Alors qu'il y a plein de solutions, et c'est vrai que parfois ça déclenche beaucoup de frustration. Parce que en fait, on me voit pas, quand j'amène mon enfant, on me voit pas comme un parent qui amène son enfant, mais comme une personne handicapée. J'ai eu la même expérience qu'Olivier, mais pour le guidage. Tu guides bien ta maman, hein, guide ta maman, guide. C'est pareil, donc l'école inclusive, je pense, a oublié les parents donc en situation de handicap, on vient de le dire. En ce qui me concerne, donc moi je vois rien du tout. C'était la question, le problème, c'était... Enfin, le problème. Une des difficultés, c'était le rapport à l'écrit, notamment l'enfant qui passe au CP, par exemple. Bon, avec le carnet de correspondance, le cahier de texte, le cahier, l'écriture, etc. Donc, ça va que je suis sociologue, que je suis des ressources, disons, langagières, intellectuelles, et que je suis allée voir les enseignants pour expliquer comment est-ce qu'on pourrait faire pour communiquer, par mail, par exemple. Alors, personnellement, j'ai assez d'expérience et on va dire de ressources, mais j'imagine que des parents, voilà, qui sont un peu plus timides, un peu plus introvertis, c'est plus coûteux, c'est très difficile. Comme disait Olivier, ça vient pas des autres, les efforts, ça vient toujours de nous, donc on est toujours en train de performer. Donc moi j'ai eu des problèmes pour avoir accès aux devoirs de ma fille, jusqu'à ce qu'elle sache lire et que ce soit ensuite son problème et plus le mien. Et j'ai eu des problèmes, alors dans mon travail de recherche, j'ai vu que des parents avaient des problèmes, c'est minoritaire quand même, mais d'accès à l'école avec le chien guide, avec des fausses histoires de oui, non, ils ne peuvent pas rentrer parce que c'est pas propre, il y a des normes d'hygiène, c'est pas vrai, en fait. C'est des choses qui ont été débloquées, donc il y a des parents qui n'ont pas pu rentrer à des kermesses ou à des réunions avec les chiens guides. Et j'ai une petite pensée pour des parents qui sont en fauteuil roulant. Il y a tout le temps des marches devant les écoles, devant les centres de loisirs, etc. Donc là, on n'en parle pas parce que voilà, on n'a pas de collègues en situation de handicap moteur, mais c'est un vrai problème aussi pour ne pas pouvoir accéder aux classes. Donc voilà, l'école reste encore un défi en termes d'inclusion. Voilà, pour ma part. Par rapport, par exemple, à une dictée à l'école,
Normalement, voilà, ça se fait avec la voix pour faire une dictée à son enfant. Moi, j'ai une autre méthode, j'utilise la langue des signes ou la dactylo pour faire la dictée avec mon enfant. Et j'ai donc ma fille qui a raconté comment on faisait à la maison à la maîtresse. Et moi, je lui ai expliqué, on est tous les deux sourds, les parents, donc on ne peut pas faire une dictée vocale. Donc, je lui ai expliqué comment on faisait avec la langue des signes ou avec la dactylo. Par exemple, on lui épelle le mot, à elle de nous dire s'il est bien écrit ou pas écrit. Et l'enseignante, en fait, elle était très surprise. Elle ne comprenait pas forcément. Mais elle dit, mais il faut l'entraîner phonétiquement. Il faut qu'elle s'habitue à entendre, à décoder les mots phonétiquement. Elle dit, bah oui, mais nous, on ne peut pas faire ça. Et elle ne voulait pas revenir sur le fait que la dictée, ça se dit à la voix et il n'y a pas d'autre moyen de faire une dictée. Voilà, elle campait sur ses positions, elle ne voulait pas admettre qu'il y avait d'autres façons de faire. C'est un sujet apparemment qui nous... oui, bon, du coup, j'ai pas eu accès, par exemple, moi, aux devoirs. Donc la maîtresse n'a pas voulu communiquer par mail, enfin une des maîtresses. Hein, donc... sous prétexte que le lien humain c'est mieux, mais en fait du coup elle prenait pas le soin de m'appeler tous les jours pour me donner les devoirs. Donc en fait je me suis retrouvée encore une fois à créer ma propre solution. Et pour vous donner un exemple, c'est avec d'autres parents moi que j'ai réussi à avoir les devoirs, avec un groupe WhatsApp de parents. En fait c'est assez classique et j'ai réussi à avoir le devoir avec des messages vocaux comme ça au quotidien. Mais je connais des parents qui ont demandé aux maîtresses, par exemple, la référence des bouquins, enfin des manuels scolaires, et qui les ont fait traduire en braille pour pouvoir suivre la lecture de leur enfant. Et moi, la dictée, parce que j'étais pas bien sûre que ma fille nomme bien les lettres quand elle était toute petite, elle m'écrivait dans le dos les lettres. Je lui dis, écris-moi fleur, et elle écrivait dans mon dos le mot fleur pour vérifier. Oui, oui, c'est ça, je ne l'avais jamais entendu, c'est très intéressant. Et en fait, sur ces questions, et pourquoi ça nous paraissait important de parler des parents en situation de handicap qui amènent leurs enfants à l'école, parce que la question de handicap a été tellement sous-valorisée, les personnes en situation de handicap tellement sous-valorisées, que c'est toujours, voyez l'exemple qu'Olivier donnait par rapport au fait que l'enfant devait devenir l'interprète, pour Marion pareil, c'est infantilisation en fait de la personne. Et donc la personne en situation de handicap devient l'enfant de la République presque. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, l'enfant de la République, je dis ça parce que au moment de la Révolution française, c'est au moment où s'institutionnalise l'éducation d'enfants sourds, qui est la première, disons, le premier groupe des personnes en situation de handicap qui a eu accès à une politique publique. Justement, il y a cette phrase qui dit l'abbé de l'Épée, qui est le curé qui a créé les premières classes en langue des signes pour les enfants sourds. Et donc, il y a une phrase qui dit « Mourez en paix, la patrie adopte vos enfants ». Et cette idée de la patrie adopte vos enfants, et vos enfants, voilà, la filiation entre la nation et la personne en situation de handicap, comme si cette nation doit protéger à cet enfant qui ne le laissera jamais grandir, en fait. Et donc, l'infantilisation de la personne en situation de handicap, parce qu'on considère qu'il n'est pas capable, qu'il ne peut pas faire que ceci, que cela, amène à des préjugés, au point que les maîtresses ou maîtres d'école, ce n'est pas leur faute, mais c'est un préjugé social assez fort, ne puissent pas concevoir le fait que non, l'enfant n'a pas à se mettre à la place de ses parents. Et c'est à l'école de s'engager, de trouver les moyens, de communiquer avec les parents, quel que soit le moyen, mettre les moyens en place, mais ne pas sortir l'enfant de sa position d'enfant pour devenir le guide, l'interprète, etc. de ses parents. On a des cas extrêmes des enfants, des parents sourds qui ont dû interpréter à leurs parents un rendez-vous médical où le médecin était en train de donner le diagnostic de cancer de l'enfant aux parents. Et donc, le propre enfant malade sert d'interprète aux parents.
à ces points de ne pas... Vous imaginez, voilà, on partage tous cet étonnement, et c'est des situations qui sont peut-être aujourd'hui pas si banales qui étaient il y a 20 ans, parce que maintenant on a des unités des soins des sourds où il y a les interprètes, où il y a des équipes bilingues, etc. On a notre conception de la question. La loi 2005 est passée par là, mais n'empêche que sortir justement cette idée que la personne en situation de handicap a besoin d'être protégée, préservée, qu'on doit prendre sa place, etc., etc. Donc, on a des cas aussi des grands-parents qui prennent en charge les enfants parce que leurs parents sont handicapés. Et donc, les parents sont sortis de côté. Donc, cette idée d'aller à l'école en tant que parent en situation de handicap, et l'école, même si ce n'est pas une école qui accueille des enfants en situation de handicap, c'est une école qui accueille les parents. Donc, comment à la fête de fin d'année, les réunions, ceci, cela, ben, cette école, elle est ouverte, accessible, pour que tous les parents puissent jouer le rôle de parents, tout simplement. Donc, qu'il n'y ait pas cette tension entre parents et personnes en situation de handicap. Bon, on va déjà, on est au deuxième moment, mais s'il y a des questions sur ces questions de l'école, on ne va pas parler de l'école inclusive, hein, parce que c'est un sujet à part entière, mais bon, si vous avez des questions, des remarques sur cet aspect, est-ce que, par exemple, ça vous est arrivé déjà d'être à l'école avec des parents en situation de handicap, et je ne sais pas, des situations que... si vous avez des remarques ou des questions, et sinon, oui. Moi, j'ai travaillé en crèche, oui, entre autres. Et alors, en crèche, je comprends pas parce que ça marche. Oui, ça marche. Parce que en fait, les équipes n'avaient aucun mal à communiquer avec les parents. On peut, des sourds. Je pensais à des sourds surtout. On peut écrire. On peut, même si on ne connaît pas la langue des signes, on peut faire des gestes quand même. On peut, et finalement, c'était pas un problème. Donc, je comprends pas pourquoi à l'école, on peut pas faire ça. Je comprends pas. Oui, mais on n'était pas non plus formés à accueillir des parents sourds. Mais on s'est adapté, on a trouvé des solutions, parce qu'il faut bien communiquer quand même. Voilà. Et un bébé, il ne parle pas. Donc, on est bien obligé de communiquer avec les parents et de leur donner leur place de parents. Donc, c'est très important. Absolument. Mais peut-être c'est... Évidemment qu'il y a des cadres juridiques qui vont obliger les écoles, devraient quand même, parce que voilà, et puis il y a le cadre de l'expérience. Et cette expérience, elle va dépendre de tellement de situations et des contextes, mais dans ces cas que vous mentionnez, évidemment, on ne peut pas compter avec l'enfant. Donc, on doit se débrouiller tout seul. Mais quand il y a l'enfant là devant, parfois, par facilité, et on est habitué à un changement des normes vitales, un changement des normes qui sont les normes qui organisent la vie sociétale, implique une certaine plasticité. Et que parfois, dans le cours de l'action, dans le moment de la journée, on a 30 enfants dans la classe, il y a plein de problèmes, etc. Et on ne pense pas, et voilà. Donc, effectivement, les discussions, les échanges avec le public des bibliothèques, et tout ça, ça aide à réfléchir et justement à se poser ces questions qu'on disait au départ. Et quel sens on lui donne à l'expérience qu'on vit, hein? Et si important de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe-t-il quand on est devant quelqu'un avec qui on ne partage pas la langue, comment on communique? Ça serait plus facile d'imaginer qu'est-ce qu'on ferait si on serait dans un autre pays, par exemple, on ne connaît pas la langue, mais on doit se débrouiller parce que, je ne sais pas, on ne trouve pas l'hôtel, la voiture est tombée en panne, on ne connaît pas la langue, on est obligé, parce que le cadre de notre expérience ne nous permet plus de résoudre la situation. Et là, quand il y a une rupture dans le cadre de l'expérience, une rupture des rapports sociaux, des communications, etc., parce qu'on n'a plus d'autres moyens de faire, on trouve les ressources. Le problème, c'est que quand on est dans le quotidien et on est dans notre propre contexte, c'est là où parfois c'est un peu plus difficile de rompre toutes ces habitudes.
Donc, on va passer. Je pense que la question, on avait dit qu'une fois qu'on est parti avec l'enfant de l'école, on allait passer un moment avec l'enfant dans le square ou aller au musée, etc. Mais ça, c'est un sujet énorme, l'accès à la culture. Donc, je crois qu'on va, si vous voulez dire un mot, et puis on continue notre parcours en ville. Sur l'accès aux loisirs, parce que ça, c'est une autre question qui est très importante. On pense l'accès à la santé, à l'éducation, au travail, mais le droit à la joie, au jeu, au plaisir, à la culture, ça, c'est quelque chose aussi qui, parfois, c'est difficile de faire rentrer dans surtout les caisses de l'État. Est-ce que, Marianne, tu veux dire un mot? Oui. Ça va au niveau du timing? Oui, je fais court. Alors oui, l'accès donc aux loisirs. Alors pour les personnes aveugles, déjà c'est un défi. Rapidement, pareil depuis la loi 2005, il y a des mesures, des initiatives, il y a des essais, il y a des choses qui sont tentées. Des fois c'est super, des fois c'est moins bien. Puis ça dépend. Bon, voilà, il y a des adaptations en braille, par exemple au Louvre, il y a toute une zone où on peut toucher. Enfin, il y a chaque musée un peu. Il y a maintenant il y a des choses sonores pour décrire des œuvres. Vous voyez, bon. Il y a des tentatives. Ça, c'est une chose. Mais en fait, la question, c'est quand on est un parent aveugle, comment on fait pour se débrouiller dans un musée, par exemple? Parce que le musée, c'est aller au musée. Bon, déjà, il y a les trajets, on en a parlé. Il y a se déplacer dans le musée. Bonjour, la galère. Et ensuite, il y a intéresser son enfant face à des petites sculptures, des tableaux. Oh, regarde ça, pointer du doigt, etc. Bon, ça peut relever de l'impossible pour un parent déficient visuel total, par exemple seul avec un petit enfant. Donc il y a des difficultés à ce niveau-là, parce qu'il y a des adaptations pour les aveugles, il y a des choses pour les enfants, mais il n'y a pas forcément de choses pour les parents, pour le binôme parents handicapés enfants. Alors je voudrais vous parler juste d'un endroit dans Paris qui, en tout cas dans la communauté des parents aveugles que j'ai interrogé, plaît beaucoup, et dans cette petite communauté, tout le monde se donne cette adresse comme étant un endroit où on peut bien s'amuser quand on est aveugle avec un enfant, sans avoir besoin de demander à sa belle-mère ou à son beau-frère de nous accompagner, ce qui est très bien aussi, hein, mais c'est la Cité des Sciences. C'est un exemple, en fait, pour vous montrer que c'est possible de faire des choses. La Cité des Sciences, vous devez connaître, tout le monde connaît plus ou moins. Et en fait, ils ont des services, des jeunes en service civique volontaire, en stock, je ne sais pas, ils sont là tous les ans, je ne sais pas exactement comment ça se passe en interne. Mais quand on veut venir avec son enfant passer la journée, alors bien sûr, il y a une adresse mail, un numéro de téléphone, sinon on dit voilà, je veux venir tel jour avec mon enfant, je suis aveugle. Et en fait, ils viennent nous chercher à la station de tramway, par exemple. On peut aussi se donner un autre rendez-vous. Et ils nous accompagnent comme ça toute la journée, et ça va d'accompagner aux toilettes. Quand on a un petit, c'est important d'aller aux toilettes, au McDo, je ne sais où, là pour le midi. Et c'est souvent des jeunes, donc du coup ils ont un rapport à l'enfant. Ah, t'as vu l'ours polaire là sur la banquise? T'as vu, il est marrant. Enfin, du coup ils vont un petit peu animer, rendre la visite rigolote pour l'enfant, tout en guidant le parent. Et ça, je connais ça nulle part ailleurs à Paris. Et ce qui permet et moi dans mon travail, donc c'est un exemple d'endroit, de loisirs, de culture, qui a pensé l'accessibilité pour autrement que pour juste la personne aveugle ou l'enfant, qui pense les deux. Et puis rapidement, sur les loisirs, un des problèmes que je rencontre régulièrement, mais les personnes que j'ai interrogées rencontrent également, c'est plutôt dans des endroits où il y a des manèges, des parcs d'attractions par exemple, ou c'est qu'il y a une difficulté en termes de réglementation d'associer le statut d'aveugle, donc PMR, quoi. Donc c'est un statut de personne vulnérable, bon, ça se justifie bien sûr, avec le statut de parent. Donc souvent dans les parcs d'attractions où il y a des manèges ou des choses comme ça, je ne peux pas faire même pour visiter la Tour Eiffel par exemple, ou pour aller à certains monuments parisiens, je ne peux pas y aller avec ma fille parce que je suis PMR et que je ne suis pas en capacité. Ça peut se justifier d'un point de vue de la sécurité, hein, je ne dis pas le contraire, mais du coup, bon, ça crée une expérience étrange, et ma fille, elle me dit « Ah non, encore un endroit où tu n'es que PMR ». Donc, c'est des endroits où je ne peux pas faire de manège ou monter l'ascenseur pour aller voir la Tour Eiffel, par exemple. Parce que tu es interdit de rentrer à cause de la situation de handicap.
avec mon enfant. Il faudra qu'elle aille avec quelqu'un d'autre qui voit. Justement, parce qu'elle est en situation de handicap, elle est interdite d'accès. Et donc, elle ne peut pas aller avec son enfant pour question de sécurité. Alors, par rapport à cette situation, moi, j'ai eu l'exemple de la Géode à la Cité des Sciences. Donc, j'y suis allée avec ma fille. Ma fille adore l'astrologie, l'astronomie, pardon. Adore l'astronomie. Et donc, j'ai prévenu que j'étais sourd et il y a à disposition des lunettes avec sous-titrage. Donc, et quand je me suis présentée, bon, les lunettes n'étaient pas disponibles. J'avais prévenu à l'avance. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais y aller quand même, je vais pas la laisser y aller seule. Donc, j'ai regardé. On a demandé à ma fille, elle a voulu me traduire, je lui ai dit non, c'est pour toi, ben voilà. Mais elle a eu un moment sympathique, mais moi, j'ai rien compris de ce qui se passait autour de moi, quoi. Et alors, ce qui est intéressant de cette question de l'accessibilité il y a plusieurs choses, mais par rapport à la Villette, la Cité des Sciences, Univers Sciences, qui s'appelle maintenant, la Cité des Sciences a été un modèle mondial en question d'accessibilité. Ils ont fait deux choses qu'à l'époque, c'était vraiment très, très en avance. La première, c'est que quand ils ont réfléchi au projet, hein, quand ils étaient en train d'élaborer le projet, c'est à ce moment-là que la question de handicap est apparue. C'est-à-dire que la question de l'accessibilité n'est pas venue après, comme ça s'est fait toujours. C'est-à-dire qu'on pense à la rampe, à l'ascenseur, etc., une fois qu'on voit que le bâtiment n'est pas accessible. Et donc, c'est une incrustation parce qu'on pense que les personnes en situation de handicap ou tous les publics doivent pouvoir accéder. Mais l'accessibilité n'est pas seulement une question d'accès physique à un endroit. C'est aussi la question de pouvoir dire son mot, de dire qu'est-ce qu'on pense, comment on devrait le construire, comment on devrait aménager les espaces. L'expérience que raconte Marion, c'est pas seulement qu'un aveugle puisse voir une exposition, c'est qu'un parent aveugle puisse voir une exposition avec son enfant. Et donc là, la place des parents, voilà. Donc cette question j'ai oublié le nom de directeur de la Villette au moment de sa conception. Mais il avait dit cette phrase qui est très, très importante, que la question de l'accessibilité, justement, ce n'est pas quelque chose d'un rajout qu'on doit faire, elle doit être pensée depuis le départ. Et comment, et ça c'est la deuxième question, comment elle est pensée depuis le départ avec les personnes concernées. Et donc, l'équipe qui a travaillé pour réfléchir à la question de l'accessibilité de la Villette dès le départ, dès le moment de la construction du projet, c'était une équipe avec des personnes aveugles, des personnes sourdes, des personnes... Voilà. Et donc, effectivement, là où l'expérience, et c'est ça un peu ce qu'on voulait vous amener aujourd'hui, c'est pas pour parler d'Olivier Delouis et Marion Del, c'est qu'il faut compter avec l'expérience. On ne peut pas réfléchir à la question du handicap, à la question de l'accessibilité. On ne peut pas la réfléchir si on ne pense pas et si on ne met pas en valeur l'expérience. L'expérience des personnes a une valeur. Le savoir scientifique, il a une valeur, bien sûr. Mais l'expérience des personnes, il a une valeur qui est absolument irremplaçable. Donc, c'est la mise en concordance de tous ces éléments qui peut donner des espaces où sont pensés en termes d'accessibilité. La deuxième question qui est importante sur l'accessibilité au niveau de la culture, c'est que on pense aussi, et ça c'est très bien, comment avoir accès, donner accès au public en situation de handicap, aux expositions, aux musées, au théâtre, etc. Mais on pense moins que les personnes en situation de handicap sont aussi des artistes, sont aussi des acteurs, sont aussi des peintres. Et donc, quelle place les musées donnent aux artistes en situation de handicap? Et là, si vous voyez,
quand vous faites le parcours des musées, des expositions, etc., vous pouvez voir des tableaux absolument magnifiques. Est-ce que, par exemple, derrière un tableau de Toulouse-Lautrec, on va parler de son handicap? Bon, on le voit si on connaît la figure, mais si on a vu des images, mais est-ce qu'on connaît que, je ne sais pas, bon, bref, il y a des artistes qui sont en situation de handicap, qui ont été des grands artistes. Ça, c'est des éléments biographiques qui ne passent pas, d'une part. Et d'autre part, dans le spectacle vivant, je dirais, je ne vais pas rentrer dans le conflit, mais on fait jouer des personnes en situation de handicap à des personnes qui ne le sont pas. Quand on a tellement d'acteurs, par exemple, je pense à La Famille Bélier, parce que je viens de voir un remake de La Famille Bélier par un film italien. Et je pense que les Italiens ont fait exactement la même chose qu'en France. Et dans La Famille Bélier, c'est donc une famille des personnes sourdes. Le couple... Non, les Américains, ils ont utilisé et ils ont embauché des comédiens sourds. Ils ont repris le film français pour de La Famille Bélier, le scénario, puisque la personne qui a écrit le scénario à la base est Coda, donc a des parents sourds. Ils ont refait donc ils ont fait ils ont fait le film La Famille Bélier en France et ça a été repris aux États-Unis sous le titre Coda avec des comédiens sourds. Voilà, donc c'est un livre écrit par Coda, c'est un enfant entendant des parents sourds. C'est le sigle en anglais. Et donc, c'est une femme coda française qui a écrit ces livres racontant l'histoire de ses parents sourds et comment elle était un peu, ce que racontait Olivier, l'interprète de ses parents, etc. Ces livres ont été ramenés à l'écran. Donc, ils ont fait le film La Famille Bélier, inspiré de ces livres. Ce que je voulais dire, c'est que les acteurs qui ont utilisé pour le film La Famille Bélier, les parents, qui normalement dans le livre sont sourds, et dans le film, ils jouent le rôle des sourds, sont des entendants. Et donc, ils signent avec les pieds, parce qu'ils ne peuvent pas apprendre à parler en langue des signes, à se disputer, à faire tout ce qu'ils font de manière parfaite. Et les sourds, ils regardaient ça, ils disaient, mais on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et donc, vous voyez, c'est question de se dire, pourquoi pas, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'aller à la Lune pour étudier la Lune. Mais quand il s'agit des groupes minoritaires, qui n'ont pas de place, qui ont des difficultés énormes pour accéder au marché du travail, aux professionnalisations, etc., et ça touche beaucoup. Et ça a un sens politique très, très fort. Au-delà du fait qu'après, ils parlent en langue des signes comme un peu croisé. Le film américain, qui a été un remake aussi, une reprise, là, les Américains, ils ont bien fait. Ils ont embauché 2 acteurs sourds. Et en plus des stars, des professionnels, des acteurs sourds nord-américains. Voilà, mais là, le nouveau italien, je pense que c'est des entendants aussi, parce qu'on ne comprend rien à la langue des signes. Bon, la question que je voulais dire, c'était ça, c'est-à-dire l'accès à la culture, c'est aussi, et je parle des bibliothèques aussi, les bibliothèques, c'est intéressant, mais il faut pouvoir accéder aux livres, à pouvoir le lire, donc il y a des enjeux d'accessibilité énormes pour les personnes aveugles, par exemple, mais aussi les écrivains, qui sont des écrivains et des auteurs et autrices en situation de handicap, comment on le met en lumière, voilà, c'est la place de la culture dans la vie des personnes en situation de handicap, c'est pas seulement accéder à, c'est aussi être acteur de ces mouvements. Et ça, c'est quelque chose qui s'avance parce que la loi le met de plus en plus en lumière, mais c'est pas tout à fait acquis ou gagné. Par contre, en ce moment, et ça, je pense que c'est une première, que je sache au moins, au Palais de Tokyo, hier ou avant-hier, il y a eu le vernissage d'une exposition où tous les artistes, c'est de l'art contemporain, des performances, des plastiques, surtout art plastique, tous les artistes sont en situation de handicap au Palais de Tokyo. Je crois que ça doit être une première. Je ne sais pas si dans des grands musées comme ça en France, au moins à Paris, il y a eu des expositions comme ça. Et bon, c'est peut-être le temps des changements.
Et je voudrais finalement qu'on arrive au moins rapidement au dernier moment, parce que c'est le moment où on rentre à la maison, en fait. Et c'est important parce qu'on rentre à la maison, on est parents, les enfants doivent prendre leur bain, dîner, etc. Et on a le premier élément, c'est l'accessibilité des bâtiments. Et vous savez que la loi 2005 exigeait que le cadre bâti, donc les immeubles, soient construits, le logement à construire devait être 100% accessible en 2005. En 2018, la loi Elan a réduit l'obligation de 100% à 20%. Vous voyez, et 13 ans après, et je pense qu'on est loin d'être à 20% des constructions des bâtiments accessibles. Et là, la question, elle est très importante parce que ce n'est pas seulement les maisons des personnes en situation de handicap, c'est aussi le fait que moi, par exemple, je ne peux pas accueillir un ami à moi qui est en fauteuil roulant. Je ne peux pas l'accueillir parce que mon bâtiment il est complètement inaccessible. Mon appartement, il ne peut pas rentrer. Voyez. Et donc, ça aussi, cette question, c'est changement des places, en fait. Ce n'est pas seulement la maison où habite la personne en situation de handicap qui doit être accessible, que ça, c'est déjà pas acquis, mais aussi toutes les maisons. Parce qu'on ne peut pas avoir des amis invités, voilà. Et donc, comment ça se passe à la maison? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait avec des enfants? Il faut préparer le dîner et faire les devoirs. Et voilà, comment on agit, comment on interagit avec cet environnement et sa famille. Marion. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais aller vite. Juste pour l'anecdote, je ne peux pas résister de vous dire que moi j'habite un logement, un logement social, voilà. Je suis au 5e étage et quand je suis arrivée dans ce logement, j'étais toute contente parce que l'ascenseur était vocal. Et il y a juste un bug que j'ai découvert après maintes aventures, c'est que je suis au 5e et quand je suis au 5e, il dit 6e étage. Et donc pendant plusieurs fois au début, je ne comprenais pas, donc je redescendais d'un étage. Je ne retrouvais pas la porte de chez moi. Et donc, voilà. Donc, il y a un bug systématiquement au 5e étage. La synthèse vocale dit 6e étage. Bon, bref, ça, c'est pour dire qu'en fait, même des fois, c'est accessible, mais alors, le défi continue. Donc, à la maison, comment ça se passe? Bon, pour les personnes aveugles, il n'y a pas besoin d'avoir un logement aménagé à l'image de peut-être d'une personne qui a un fauteuil roulant, par exemple. Bon, alors, souvent, ce que je peux dire, c'est que les personnes aveugles, elles ont trois façons. Il y a vraiment trois choses qui un petit peu ponctuent leur intimité, leur vie quotidienne. Ça va être la mémorisation, la mise en accessibilité du monde domestique, je vais y revenir, et aussi l'utilisation des outils techniques. Les aveugles, ils mémorisent énormément. Il n'y a pas le choix. Quand on vous dit que tu as une adresse mail, vous êtes au téléphone, on vous dit qu'une adresse mail ou un numéro de téléphone, paf, c'est la mémoire flash qui travaille. Donc ça, on a l'habitude quand on ne voit pas. Alors, c'est une bonne gymnastique. Mais c'est aussi parfois un véritable... si vous voulez, le fait de mémoriser, c'est le fait d'enregistrer des informations à l'avance pour pouvoir les mobiliser au moment opportun. Donc voilà, souvent, ça va être, je sais pas moi, ça va être des ordonnances médicales pour les enfants, même pour soi-même, que les personnes aveugles vont mémoriser pour pouvoir octroyer les médicaments au bon moment. Ça va être aussi ranger les médicaments aux bons endroits. Alors, il y a des aveugles qui lisent le braille, donc ils sont moins impactés en termes de mémoire. Mais moi qui lis pas le braille, je mets tout dans des endroits et j'essaie d'apprendre par cœur. Par exemple, moi, j'ai lu les livres de ma fille quand elle était toute petite, des tout petits livres, je vous rassure, pas des gros livres. J'apprenais les livres par cœur. Voilà. Et je suis pas la seule, je ne fais pas exception. Petit ours, aujourd'hui, petit ours brun est en colère, il veut un câlin. Enfin, c'était des petites phrases comme ça. Et donc, j'apprenais un peu ce qui se passait sur les pages pour pouvoir, le soir, je me suis déjà trompée de livres, mais pour vous dire qu'en fait, la mémoire est une ressource. Alors évidemment, plus on est fatigué, plus on est débordé, plus ça peut cafouiller. Mais et les personnes qui sont braillistes sont moins gênées. Elles ont un support pour la mémoire, donc le braille. La deuxième chose, c'est que les aveugles, dans leur intimité, dans leur maison, en fait, ils ont des petites adaptations tactiles, de la petite bidouille. Il n'y a pas de façon de faire uniforme. Aujourd'hui, on est à l'ère des écrans tactiles, et ça, c'est un véritable calvaire pour les aveugles. Par exemple, moi j'ai voulu changer ma plaque à induction, mais
lutté pour avoir des boutons, quoi. C'est plus du tout dans l'air du temps, mais je voulais des boutons sur ma plaque et sur les machines à laver, sur toutes les, voilà, c'est terrible. Donc du coup, pour ceux qui ont on peut parfois mettre des petites butées tactiles pour, par exemple, sur la machine à laver, sur je sais pas, tel ou tel programme, on peut mettre un repère tactile, etc., etc. C'est la façon de ranger le linge aussi. Pour les parents aveugles qui ont des enfants, par exemple, si tu as une petite fille qui a un ensemble, c'est ranger de manière assez claire le body avec la robe pour qu'on sorte le paquet ensemble pour pas que l'enfant soit dépareillé. Parce que des parents aveugles qui n'ont jamais vu et qui n'ont pas de conscience des couleurs, pour eux ça ne veut rien dire. Donc ils ont quand même le souci que leur enfant soit, on va dire, correctement habillé. Alors, c'est très genré cette histoire, je pourrais rentrer dans les détails, mais bon. Et qui vont du coup, prendre soin de ranger le linge de telle façon qu'ils peuvent retrouver. Mais là, je pourrais passer 3 heures à vous raconter comment les gens font, parce que ça va dépendre si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est des non-voyants, des malvoyants, etc. Et il y a aussi dans le quotidien, et vous me voyez depuis tout à l'heure sur mon téléphone, je ne lis pas de messages, hein, j'ai un écouteur dans l'oreille pour tout vous dire, et il y a l'utilisation des outils techniques. Notamment le smartphone, mais pas que. Mais j'ai quand même un focus sur le smartphone qui est devenu, alors pas besoin d'être aveugle pour utiliser son smartphone, mais pour les personnes aveugles, c'est vraiment un relais incroyable. Je vous donne un exemple. Il y a des applications, notamment Be My Eyes, qui, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite à télécharger cette application. Vous, en tant que personne voyante, vous pouvez vous mettre sur une liste d'attente, et si une personne aveugle est en difficulté, elle ouvre l'application et ça, alors je ne sais pas comment ça marche exactement, mais ça va provoquer une visio avec une personne voyante qui s'est inscrite sur l'application. Et ça peut être bonjour, je trouve pas, j'ai fait tomber mon éponge par terre, je la trouve pas. Et puis la personne va filmer et puis la personne voyante de l'autre côté va dire ah oui, elle est là. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça, comme un courrier ou je ne sais pas. Moi, j'ai déjà utilisé une fois pour essayer. Je savais pas si c'était un shampoing ou un gel douche. Voilà, c'est très très court. Hein, c'est vraiment très très. Donc ça peut être ce genre d'utilisation, c'est assez. Ça peut être aussi. J'ai un papa dans ma thèse qui lisait justement, on parlait des mots dans le carnet de correspondance ou dans les mots qui sont collés. Il utilise une application qui s'appelle Seeing, qui en fait vous mettez le téléphone en face d'un texte dactylographié. Et le téléphone va vous dire ce qui est écrit. Donc c'est pareil, ça peut être pour un menu au restaurant, ça peut être pour un shampoing, il va vous dire les shampoings. Donc vous pouvez reconnaître que c'est un shampoing. Donc en fait, l'outil technique, il est très 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 présent. Et voilà, il y a une maman qui me racontait qu'elle n'était pas brailliste et qu'elle n'arrivait pas à mémoriser les histoires. Elle avait 3 enfants. C'est tout bête, mais elle leur mettait des histoires sur YouTube. Pareil, il y a plein de parents qui font ça. Mais pour elle, c'était la possibilité de faire comme les autres parents, comme les autres mamans, de leur mettre l'histoire qu'elles voulaient. En ayant un cas de conscience au niveau de l'écran avant de dormir, mais bon. Et du coup, voilà, donc il y a beaucoup d'utilisation technique au quotidien. Alors, moi, je me rappelle le témoignage d'une personne sourde. Donc, à l'époque, il n'y avait pas toute cette nouvelle technologie. Et pour savoir si son bébé pleurait, en fait, il accrochait un fil à son pied. Le fil qui était relié au bébé. Donc, en fait, quand le bébé pleurait et s'agitait, ça secouait le fil, ça secouait son pied. Et du coup, il savait qu'il se passait un truc et il allait voir. Bon, maintenant, les choses ont évolué. Voilà, on peut soit avoir un vibreur qui réagit au bruit de l'enfant et qui se met à vibrer, mais ça peut être source d'erreur parce que parfois c'est un bruit dans la rue qui va faire vibrer la machine, on va se lever, en fait le bébé est en train de dormir, donc c'est pas du tout le bébé qui était en train de pleurer, c'était une voiture qui est passée en pétaradant dans la rue. Donc ça peut être les problèmes en immeuble. Après, pareil, moi, si je mets quelque chose à chauffer, par exemple, j'entends pas quand ça bout, quand ça va déborder, si je suis parti m'occuper de mon enfant. Voilà, j'entends pas quand le frigo bip parce que je l'ai mal fermé, qu'il est resté ouvert. Donc, des fois, c'est ma fille qui me dit t'as mal fermé le frigo, il bip. Et par exemple, elle me dit pour la machine à laver, elle me dit elle est bien celle-là parce qu'elle est très silencieuse. Je dis bah oui, mais en fait, je m'en fiche parce que moi, je l'entends pas. Mais du coup, ça me fait prendre conscience
pense aussi que mes enfants ont l'habitude de bruit, et donc j'apprends qu'il y a des choses qui font du bruit, comme tirer une chaise sur le sol, ça fait du bruit avec les pieds. Donc voilà, moi j'apprends, j'ai appris qu'est-ce qui faisait du bruit et qu'est-ce qui ne fait pas de bruit. Marion ? Je voulais juste rajouter une anecdote aussi. Pour les parents, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pratiqué quand ma fille était petite, mais que des parents de mon enquête m'ont relaté également. C'est quand on a un jeune enfant dans une maison ou un appartement, qu'il soit grand ou pas d'ailleurs, et qu'on est aveugle, on ne sait pas où il est, l'enfant. Donc c'est le contraire d'Olivier, c'est que les parents, en général, ils mettent des... Alors j'ai un peu tout eu, j'ai eu des parents qui mettent des boîtes de tic-tac dans la poche de leur enfant, ou de mettre une petite clochette accrochée pour pouvoir toujours en fait le localiser au son. Surtout je parle d'un enfant qui a entre 18 mois et peut-être 3 ans, pour pouvoir le localiser dans l'espace. Et en général, quand on n'entend pas la clochette ou pas la boîte de tic-tac, c'est qu'il se passe une bêtise. Du coup, en général, le silence pour les parents aveugles égale oula, il faut aller voir ce qui se passe. Voilà. Oui, mais c'est très intéressant parce que toutes ces expériences, en fait, ils montrent une diversité des situations et d'expériences, et qu'on peut avoir le même audiogramme, en fait, le même niveau de surdité, et le même niveau de surdité du point de vue technique, mais l'expérience qu'on fait de ces surdités, elle peut être complètement différente d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un groupe à un autre. Et pareil pour la cécité, il y a des personnes aveugles qui vont utiliser des stratégies complètement différentes. Donc la définition de handicap, elle ne peut pas se situer de manière absolue dans l'aspect technique, qui est une mesure de handicap dont on a besoin, parce que les sociétés s'organisent comme ça. On va vous donner une compensation pour payer l'interprète, etc., en fonction de la mesure technique de la déficience. Donc les sociétés ont besoin de cette mesure technique de la déficience. Mais la mesure technique de la déficience qui va donner donc le pourcentage d'handicapés qu'on est, et donc justifier cette compensation, cette pension ou compensation différentes qui existent et qui sont prévues par la loi, elles ne définissent pas l'expérience qu'on fait de cet handicap. Vous voyez, on peut être sourd comme un pot, et les uns vont parler en langue des signes, les autres vont oraliser, les uns vont... voilà. Et donc, cette vision, cet aspect relationnel, en fait, de handicap, c'est ce qu'on voulait vous montrer avec toutes ces expériences. Et il est absolument fondamental pour comprendre. Et pour comprendre donc comment on peut travailler la question de l'accessibilité et les conséquences que la non-accessibilité peut avoir dans la vie des personnes. C'est le fait que plus on travaille dans une accessibilité plurielle, diversifiée, travailler avec les acteurs depuis le départ, plus on travaille sur l'autonomie des personnes et sur leur capacité. Leur capacité qui ne va pas être la même que celle des voisins, mais leur capacité, leur norme. Donc les mesures d'accessibilité, quand elles sont plurielles, elles vont vers une idée de soutenir en fait les capacités des personnes et le pouvoir d'autonomie. Tandis qu'évidemment, moins on a d'accessibilité et plus la personne elle est dépendante des autres, dépendante de l'aide, dépendante de la surveillance, dépendante. Donc toutes ces stratégies, soit le cadre juridique et normatif d'une société, soit le cadre de l'expérience familiale interne, montre que parfois la rencontre elle s'est faite, et parfois la rencontre elle ne s'est fait pas. Au niveau de la société dehors, dans la rue, on est peut-être très autonome et dépendant. Au niveau de la maison, on établit des stratégies qui peuvent nous permettre d'être beaucoup plus autonomes. Mais évidemment qu'on ne va pas rester dans le cadre de l'intime, et on en a besoin, bien sûr, mais que ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir aller à l'école, pouvoir se soigner, pouvoir avoir un travail, etc., etc. Donc, l'handicap ne se situe pas ni dans le corps, ni dans la société, ni dans l'objet technique, mais il se situe dans la rencontre, en fait, de tout cela. Et
On va probablement passer un petit verre de l'amitié après, mais non sans avant vous demander si vous voulez faire un commentaire, comment vous vivez le handicap, indépendamment du fait que vous soyez touché directement ou pas par le handicap. Ou si vous avez des questions sur cette dernière partie pour finaliser notre parcours de journée ordinaire en ville. Les gens pour adapter les gens pour leur handicap. Ils font vraiment le minimum légal dans les choses. Et quand ce sont des handicaps qui ne sont pas apparents, ils ne réagissent pas. On a fait exprès de ne pas travailler, de ne pas passer par le travail dans notre journée ordinaire, parce que la question du travail, c'est vraiment un sujet énorme, et qui a des implications, voilà, trop importantes. Mais ce que vous dites, et Olivier l'a dit tout à l'heure, hein, la question des handicaps visibles, invisibles, il faut aussi savoir qu'est-ce que ça veut dire, hein, parce que finalement, la question, c'est pas tant le type d'handicap, c'est les compétences que ça mobilise. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un travail où on est, par exemple, en train de faire des sculptures en bois, peut-être la communication verbale, elle est moins importante que si vous êtes un enseignant dans une école et vous devez parler toute la journée. Donc le problème n'est pas tant la compétence de la personne pour communiquer, c'est quelles sont les compétences que certains types de travail vont solliciter et comment ces compétences vont pouvoir se socialiser. Vous voyez, si la question principale c'est passer tout par la parole, ben là on va avoir un énorme problème. Et tellement c'est vrai, ça, qu'il y a eu des entreprises qui ont compris ça. Et des entreprises, par exemple, de travail manuel, qui se sont dit, ah, tiens, si c'est un travail manuel et les sourds, ils ont besoin des mains pour pouvoir parler, le fait d'avoir besoin des mains pour pouvoir travailler va le concentrer sur le travail. Donc, on va embaucher des sourds parce qu'ils sont déjà très habiles avec leurs mains. Et en plus, ils ne vont pas papoter parce qu'ils ont besoin des mains pour papoter. Et là, ils vont avoir besoin des mains pour travailler. Et donc, ils ont embauché des sourds parce qu'ils considéraient que... Voilà. Là, maintenant, le dernier cri, c'est la tech, l'industrie de la tech, pour embaucher les personnes autistes Asperger, de haut potentiel. Ah, parce que là, ce sont les plus brillants, etc. Et donc, on va faire plein de sous parce que... Vous voyez que finalement, la question n'est pas tant la personne ou le type d'handicap, c'est ce que l'entreprise ou le commerce ou l'industrie ou l'organisation sociale a besoin à un moment donné. Et c'est ça qui se met en jeu. Vous voyez. Oui, il y avait une question par là. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis architecte et je travaille sur l'accessibilité. Et je travaille notamment avec des artistes pour faire évoluer la vision du corps qu'on a en architecture. Et donc, je m'intéresse à la pensée CRIP qui a tendance à vouloir faire évoluer la binarité qu'on voit entre corps valide et invalide. Et donc, il critique aussi beaucoup les normes d'accessibilité, d'un point de vue théorique et aussi parce qu'elles n'intègrent pas l'expérience et le vécu des personnes, comme vous l'avez dit. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Parce que du coup, moi, je suis toujours en tension entre défendre les normes parce que c'est important de rendre les espaces accessibles et en même temps, j'apprends qu'elles ne sont pas forcément bien faites parce qu'elles, si elles classifient les handicaps, elles homogénéisent les expériences et qu'elles ne sont pas forcément adaptées. Donc, si vous avez un avis sur la question, ça m'intéresse. Je vais dire un mot. Et, vas-y. Ouais, c'est intéressant. Quand on parle de Deaf Space, alors c'est une architecture qui vient de l'université de Gallaudet, un architecte qui s'appelle Hans Baumann, qui lui-même adapte des espaces Ah oui, il évite les poteaux, voilà, parce que les sourds, souvent, il fait des couloirs il avait prévu des couloirs plus larges pour qu'on puisse être à l'aise pour parler.
bavarder. Enfin, il y a des architectes qui se sont penchés sur la question de l'espace pour les sourds. Au Palais de Tokyo, allez-y voir l'expo parce qu'il y a un artiste nord-américain qui est un artiste sourd. Son installation, c'est justement une critique à la question d'accessibilité. Allez-y le voir. Et je vous donne un exemple de comment les normes d'accessibilité, en fait, construisent des normes qui sont parfois très... qui enferment, en fait, les personnes. On dit, bon, une personne aveugle, quelle est sa ressource principale? Ben, ça va être le tactile, hein, le toucher. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour qu'une personne aveugle dans un musée puisse se retrouver? Ah ben voilà, il faut que les œuvres soient modélées avec, je ne sais pas comment ils font, mais des modélages des œuvres ou voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On abandonne, par exemple, l'expertise des techniciens qui mettent en place les expositions, par exemple. Ces techniciens qui sont, par exemple, des experts dans les tissus, les peintures, les formats, les matériaux, tout ce qui fait partie, peut-être, de l'installation d'une énorme exposition, où il y a énormément d'autres ressources que tout simplement le fait de toucher une œuvre, qui sont des expériences qu'on évacue des vécus que la personne aveugle peut avoir. Et donc, on croit que parce qu'on est aveugle, on touche et ça suffit. Et au fond, on est en train de modeler une norme d'accessibilité pour les personnes aveugles. C'est dire que l'expérience des personnes aveugles, des œuvres, elle passe que par le toucher. Vous voyez, et donc ça, c'est ce que déconstruit la pensée CRIP, c'est dire que l'accessibilité elle ne peut pas se limiter, et c'est pour ça qu'on parlait de l'expérience des personnes, elle ne peut pas se limiter à un objet, à une manifestation, à une forme, mais qu'elle doit être multiple, et qu'elle doit être travaillée avec les personnes elles-mêmes. Ça, c'est évident. Mais justement, déconstruire ça. Et puis, il y a des savoirs que d'autres professions ont, qui peuvent être très utiles aussi pour la mise en accessibilité des espaces. Ça, c'est certain. Mais merci pour votre remarque, parce que c'est très important de le penser aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas parlé de toutes les théories qu'en ce moment, elles sont très intéressantes, parce qu'interpellent en fait la recherche en sciences sociales sur le handicap. On est passé... interpelle les théories sur la manière de concevoir le handicap, qu'on était dans une position très, marquée par deux positions qui s'est opposées. Un regard médical qui tend à voir l'handicap comme une déficience physique du corps d'une personne, et donc la société n'a qu'à réparer pour que cette personne s'intègre socialement. Et puis l'autre qui est venu pour contraster, s'opposer, critiquer ces paradigmes, et c'est dire non, le handicap c'est une construction sociale. C'est les sociétés qui organisent et qui produisent le handicap. Et donc on a regardé du côté de l'organisation sociale, mais on a évacué le corps. Et le corps, il compte. Et les personnes, ils ont aussi des corps qui veulent soigner, qui ont besoin des appareils techniques, etc. Et donc, on est en train de réviser ces positions, c'est dire que finalement, il faut faire attention. Donc, mais ça sera pour une autre fois, mais il y a plusieurs approches de la question de handicap qui sont très intéressantes. Je pense que tout est prêt pour que continuer à discuter. Mais merci en tout cas pour votre participation. Merci aux interprètes aussi et à l'équipe.